Je sais pas, c'est pod ou pod? Ah, podcast. 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 C'est bon, bien installé? Allez, action, alors on commence. Girl power, hein. La vie est une vague. La vie est un flux. Qu'est-ce qu'un boomer? Hakuna Matata. En fait, on est un peu périmés. Bienvenue à tous dans le podcast Mémoire de route, le recueil moderne des histoires inspirantes et rassurantes. Parce que parfois, écouter les récits et les chemins des autres, c'est le petit déclic qu'il nous faut pour retrouver du sens. Salut à tous, moi c'est Camille, j'ai 36 ans et j'essaierai de vous proposer ici un petit break dans votre quotidien, en recevant derrière mon micro des amis, des histoires de vie, des rencontres habitées qui ont résonné en moi et j'espère résonneront en vous. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Alexandrine, merci d'avoir accepté de me raconter ta route, ton parcours derrière mon micro. Alors, nous, on s'est rencontrés un peu par hasard au sport. Ouais. Et tu fais partie vraiment de ces personnes que quand on rencontre, on a envie de parler. C'est fou, on a envie de se confier. Autant on mettrait des jours à raconter des choses à des personnes qu'à toi. En tout cas, tu as cette faculté à libérer la parole, je trouve. Et du coup, on s'est tout de suite mis à parler. Alors, Alexandrine, merci. Merci à toi de me recevoir, je suis absolument ravie. Et du coup, on a commencé à papoter, et puis comme quoi finalement rien n'arrive vraiment par hasard, moi je t'ai raconté mon parcours, mon bébé parcours de lancer mon podcast, et tu m'as dit mais c'est génial que tu m'en parles, parce que justement je suis en train d'hésiter à lancer le mien, je sais pas comment faire, par où commencer. Je lui dis bah écoute, moi je peux au moins te dire ce que j'en sais aujourd'hui, et donc on a pris un café, et puis est arrivée l'idée de cet épisode Carrément. D'aujourd'hui. Carrément. C'est fou parce que, comme tu dis, rien n'arrive par hasard. J'avais très envie de lancer mon podcast, mais en fait, je pense honnêtement que si je t'avais pas rencontré, ce serait encore une idée un peu dans ma tête et j'aurais pas entrepris des choses pour vraiment le lancer, quoi. Donc je suis trop contente. Pas trop bien. Et en plus, quand on a pris ce café, on a parlé de se caler une deadline. Ouais. Tu m'as dit, en fait, il me faut une deadline. Mais carrément, comme ça, sinon, ça va, je vais repousser le truc et ça va pas se faire. Alors, je suis ravie de t'avoir ici. Alors, avant toute chose, est-ce que déjà tu peux te présenter avec tes propres mots et nous dire qui tu es? Alors, qui je suis? Donc, moi, je m'appelle Alexandrine et j'ai 26 ans. Donc, je suis coach sportif depuis quelques années maintenant. Avant ça, j'étais comptable. Donc, rien à voir. J'ai une reconversion professionnelle. Et puis voilà, je suis une haltérophile depuis 3 ans maintenant et c'est le sport de ma vie, quoi. C'est l'amour de ma vie. Le sport? L'haltérophilie? Ouais, l'haltérophilie, ouais, c'est... en fait, c'est thérapeutique, quoi. Tu vois, je trouve que c'est un sport qui me correspond tellement, mais sur tellement d'aspects, tu vois, ça m'aide à me dépasser et à avoir confiance en moi. Et donc ça, je trouve ça génial. Alors qu'on comprenne un petit peu, déjà, dis-nous ce que tu as envie, pourquoi tu as envie de lancer ton podcast, qu'est-ce que tu as envie d'y dire, et pourquoi tu ressens le besoin de le faire. Parce que j'ai compris l'importance de libérer la parole sur les expériences de vie qu'on a. Moi, c'est ce qui m'a aidé beaucoup quand j'ai voulu comprendre un peu, j'ai envie de dire pourquoi j'étais comme j'étais avant. J'avais envie de savoir s'il y avait des gens comme moi, s'il y avait des gens qui avaient vécu la même histoire que moi, s'il y avait des personnes qui pouvaient m'aider. Et en fait, c'est en écoutant certaines personnes parler de leur histoire que je me suis dit ok, je suis pas toute seule. Et en fait, il y a des solutions. Et ça a été, je pense, un élément majeur dans ma guérison. Ok. Raconte-nous alors un peu ton parcours. Tu nous dis ce que tu as envie et ce qui peut toi aussi te faire du bien. Parce que finalement, une fois que c'est dit, on se dit en fait... allez, c'est parti, je lâche et voilà. Ça. Mais en même temps, tu as le droit aussi d'avoir ton jardin à toi. Ouais. Raconte-nous. Alors, tout part de mon enfance. J'ai grandi dans une famille qui a été dysfonctionnelle et j'ai subi de l'inceste à l'âge de entre mes 4 et 5 ans. Au niveau de l'âge, c'est approximatif parce que j'ai une amnésie traumatique, donc j'ai du mal à me souvenir de l'âge que j'avais exactement, mais j'étais petite, quoi. Et en fait, ça a été le début de plusieurs traumas
au sein du cocon familial, quoi. J'ai grandi du coup dans une famille avec beaucoup de violence, beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets de famille, beaucoup de choses qui font qu'un enfant ne peut pas se construire avec des bases entre guillemets saines. Et donc en grandissant, je savais que j'étais différente des autres, mais je savais pas l'expliquer. J'avais juste le sentiment d'être rejetée par tout le monde, y compris les gens de ma famille, mes amis. Je me sentais jamais vraiment à ma place. Je me sentais toujours en décalage par rapport aux autres. Et puis, moi, je me suis simplement dit que c'était juste un trait de caractère et que j'étais comme ça. Parce qu'il faut savoir que du coup, en grandissant, j'avais oublié, moi, ce que j'avais vécu. Et surtout que je sortais pas beaucoup. Donc, ça veut dire que tout ce que je vivais chez moi, c'était ma normalité. Et donc, c'était ce que moi, c'était ce que je connaissais. Et du coup, pour moi, c'était normal. J'avais rien qui me permettait de remettre en question, moi, ce que je vivais chez moi. Et en fait, en parlant avec des personnes plus âgées, parce que j'étais inscrite dans un centre, c'est un centre de jeunesse, hein. En fait, en discutant avec des personnes, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas eu la même vie. Il est très jeune, je devais avoir 14-15 ans. Mais qu'est-ce qui t'as un exemple, par exemple? Un exemple bête, hein, mais il y avait une fête et la plupart avaient ramené leurs parents. Et moi, ça m'avait choquée. En fait, je les ai regardés et ça m'a même paru bizarre, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi leurs parents sont là? Genre, c'est trop bizarre. Et en fait, je les voyais rire, je les voyais heureux, je les voyais hyper épanouis. Et je me rappelle, je me suis levée et j'ai pas pu contrôler mes larmes. Je suis allée dans les toilettes et j'ai pleuré. En fait, je crois que j'avais réalisé que... Enfin, c'est comme si, moi, mon monde, il s'écroulait. Enfin, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais je me suis dit, mais pourquoi je me sens comme ça? C'est trop bizarre. Et toute la soirée, je faisais que de les regarder et je me dis, mais ils ont l'air heureux. Enfin, elle rigole, elle jouait, je crois qu'ils jouaient au ping-pong. Je crois que c'était le ping-pong. J'arrivais pas à... Enfin, j'avais pas les mots. Et en fait, je crois que ça a été un élément quand même déclencheur. Et du coup, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Je savais pas encore ce que c'était, mais je me suis dit, c'est très bizarre la manière dont j'ai réagi. Bon, on verra. Bon, après, j'ai pu penser... Hein, T'as des frères et sœurs, toi, du coup? Alors, j'ai une famille recomposée, donc j'ai plusieurs frères et sœurs, mais des demi-frères et sœurs, et j'ai les enfants de ma mère. En fait, c'est assez compliqué. D'accord. De ma mère, moi et mes vrais frères et sœurs, entre guillemets, on est 4. Et après, de mes demi-frères et sœurs, on est 8. Ok. Ou 9. Je sais plus, faudrait que je compte, mais on est 8 ou 9. Et du coup, en fait, j'ai grandi avec eux. Mais on n'a pas vraiment de lien, en fait. D'accord. Il y en a qui ont la même histoire que toi ou... Une de mes sœurs. C'est ce qui, je pense, a fait qu'aujourd'hui, on est... Enfin, ça n'a jamais été... On n'a jamais été très proches, quoi. Et aujourd'hui, encore moins ou encore plus, au contraire? On a conscience, toutes les deux, de notre histoire. Du coup, on sait pourquoi nos relations sont comme ça. Mais, on sait toutes les deux que c'est... On peut pas effacer ce qui nous est arrivé. En fait, c'est comme si quand je la voyais, ça me rappelait moi ce que j'avais vécu et inversement. Ouais. Du coup, c'est assez compliqué. Enfin, c'est assez compliqué, mais bon, elle sait que je l'aime, je sais qu'elle m'aime, mais voilà. Mais pour l'instant, il y a besoin de mettre peut-être cette distance. Ouais. Et donc arrive cette fameuse soirée dans ce centre. Il se passe cet élan d'émotion et après. Et après, j'ai été beaucoup plus en alerte de ce que je vivais. Et en fait, j'ai commencé à plus sortir. J'ai commencé donc à avoir plus d'amis. J'ai commencé le basket. Okay. Je me suis mise au basket. Et là, je me suis vraiment rendu compte. Là, j'ai compris, en fait. J'ai compris mon histoire. Enfin, j'ai commencé à comprendre que ce que je vivais, c'était pas normal. J'avais pas compris l'histoire, mais j'avais compris que c'était pas normal de pas ressentir l'amour de ses parents. C'est pas normal de... si j'ai un problème ou quoi, je vais le dire à la personne parce que j'aurais peur qu'on m'engueule. J'ai compris que j'avais manqué quelque chose. J'avais manqué, j'ai envie de dire de parents, mais j'avais manqué de parents. En fait, ils étaient là physiquement. En fait, c'est ça. Ils étaient là physiquement, mais émotionnellement, non. Ok, et ce qui t'est arrivé, du coup, c'était quelqu'un qui continuait à vivre sous le même toit? Cette personne-là, avec qui j'ai grandi pendant des années, et en fait que je côtoyais jusqu'à encore quelques années parce que j'avais occulté, en fait, je me souvenais pas. Mais c'est marrant parce que j'étais toujours mal à l'aise avec cette personne-là et j'avais une peur bleue, une peur irrationnelle.
Et donc, quand il était là, je me sentais obligée de pas être moi, d'être quelqu'un d'autre. Mais c'était inexpliqué, pour moi, c'était comme ça. Je remettais pas en question mon ressenti pour le coup. Et en fait, quand mes souvenirs me sont revenus, ça m'a mis une gifle. Enfin, en fait, j'ai réalisé, j'ai compris. En fait, ça a été hyper rapidement parce que au moment où j'ai réalisé, ça s'est fait aussi par hasard, c'est fou, hein. Rien n'arrive par hasard, j'en suis convaincue maintenant, mais en fait, du moment où mes souvenirs me sont revenus, ça s'est accéléré. C'est-à-dire que, en fait, je me suis pas posé de questions, on m'a dit, il faut que tu ailles voir un psychologue. J'ai dit, oui, ok. Et j'y suis allée, en fait, et j'ai commencé une thérapie. Ok, alors, avant que tu nous racontes finalement comment cette amnésie s'est transformée, est-ce que tu penses que tes parents étaient au courant ? Alors, Est-ce que ça a été une des raisons, tu penses, de leur manque de présence ou alors pas ? aujourd'hui, je peux te dire que, en fait, alors comment expliquer ? Dans les familles où il y a de l'inceste, c'est ce qu'on appelle une dynamique familiale, et en général, ça n'arrive pas qu'une fois. Aujourd'hui, je sais pertinemment que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça, et qu'en fait, c'est comme un fardeau qu'on porte, et en fait, ça se répète de génération en génération parce que personne n'a libéré la parole, parce que personne n'en a parlé, et parce que il y a un sentiment de honte qui s'installe et quand tout le monde préfère se taire et ne rien dire. Moi, je sais que des gens de ma famille l'ont vécu, mais ça reste quand même tabou. Et donc j'ai oublié ta question. Non, je te demandais comment, si tu pensais que tes parents étaient au courant. Alors, moi j'en ai parlé directement. C'est-à-dire que dès que j'ai compris que ce que j'avais vécu, c'était pas dans ma tête, j'en ai parlé en premier à mon père. Et qui m'a dit... il était dévasté, hein, mais qui savait pas. Enfin, qui s'imaginait pas que ça pouvait arriver. Et donc j'en ai parlé en premier. C'était compliqué pour lui, comme pour moi. Mais je lui ai dit. En fait, ce qui est bizarre et je suis très fière de moi, c'est que, en fait, à partir du moment où je suis déçue, j'ai eu le sentiment que je devais en parler, c'était mon rôle. Il y a eu la honte, hein, c'est sûr, mais le fait de devoir parler, et de me dire, Alex, il faut que t'en parles, ça a libéré ma parole et j'étais hyper fière. Ensuite, j'en ai parlé à mes demi-sœurs, j'en ai parlé ensuite à ma mère. Et je pense honnêtement que si j'en ai parlé, c'est parce que au fond de moi, en fait, j'aurais rêvé que mes parents soient en colère et qui veulent m'emmener au commissariat, porter plainte, qu'ils aient leur rôle de parent. Ça n'a pas été le cas. D'accord. Ça n'a pas du tout été le cas. Alors, mon père, il n'a pas douté de moi. En fait, j'ai été très proche de mon père. Donc, il n'a pas douté de moi. Et donc, il m'a fait comprendre que... oublie, quoi. Oublie, c'est du passé, c'est derrière toi. Il n'a pas voulu confronter ça. Pas du tout. Enfin, il lui a dit, il l'a confronté. L'autre, il lui a dit, c'est pas vrai, elle ment. Il a dit, ok. Il a quel âge de plus que toi, du coup ? Je sais pas. En fait, je sais plus. Il doit avoir 10 ans de plus que moi. Ok, quand même, ouais, d'accord. Ou un peu, peut-être 7 ans, 7-8 ans, quelque chose comme ça, tu vois, mais il est plus âgé, quoi. Et donc, il a pas voulu le confronter. D'accord. En gros, il s'est arrêté au fait qu'il ait dit que c'était pas vrai. Et il s'est arrêté là, quoi. Et en fait, ce que moi, je savais pas que... En fait, je pensais qu'il avait peut-être pas coupé les ponts, mais qu'il avait fait quelque chose. Et quand j'ai appris qu'en fait, qu'ils se voyaient le week-end d'après, comme si c'était un été... Ah oui, d'accord. Ok. En fait, j'ai eu le cœur brisé. Et je dis stop. Du coup, j'ai plus de rapport avec mon papa. Ma mère, elle a eu 2 réactions. C'est-à-dire que j'en ai parlé une première fois et aucune réaction. C'est limite, elle m'a dit, ok, t'as fait la vaisselle ? Tu vois, ah oui, aucune d'accord. réaction. Ensuite, j'en ai parlé à une de mes grandes sœurs et je lui ai dit que la réaction de ma mère m'avait énervée. Parce que ma mère et moi, pareil, on n'est pas très proches et ça a toujours été un peu compliqué. Et donc, ma sœur, du coup, a appelé ma mère. Elle lui a dit, attends, ta fille, elle te parle de ce qu'elle a vécu et tu réagis pas. Du coup, avec ma mère, on en a reparlé. Et donc là, elle s'est effondrée en larmes, elle a pleuré et tout. Et en fait, ce qui est fou, c'est que elle m'a dit une phrase qui m'a marquée. Elle m'a dit, mais je faisais en sorte de jamais vous laisser avec lui.
Ah oui, donc tu penses qu'elle savait sentait. ou elle sentait? Elle sentait. Je pense qu'il y a une énergie, tu vois, quelque chose de... En fait, on parle pas, on fait comme si on n'avait rien vu. Chez moi, ça c'est vraiment ancré en nous. Ouais. Mais elle savait. Je pense qu'elle savait, mais que c'était trop dur de l'admettre. Donc, qu'elle a préféré se dire que non, en fait. Mais en fait, oui. Donc, je lui ai dit, elle a su. Et pareil, elle m'a dit... oublie, c'est du passé, c'est autre chose. En fait, pourquoi on veut me dicter comment je dois réagir par rapport à ça? Pourquoi on veut Pourquoi on veut pas que je porte plainte? Pourquoi on veut pas que... En fait, c'est le sentiment de honte. Il y a qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? C'est la honte, attends... Je dis, mais ça, c'est pas mon problème, en fait. Moi, pour me construire, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de... En fait, j'ai besoin de sentir que je suis plus une victime et qu'aujourd'hui, en tant que femme, je me protège, je protège on sait pas de quoi demain est fait, je sais pas ce qui devient, je sais pas si il continue à faire ce qu'il fait. Enfin, moi, mon rôle, moi, c'était vraiment comme un rôle, pas un rôle, un devoir, une mission, en fait. Ouais. Voilà, exactement. Donc, moi, j'ai porté plainte. Oui, t'as porté plainte. J'ai porté plainte, ouais. Tes parents t'ont accompagnée ou pas du tout. Je suis allée toute seule. Ok. Ça m'a sacrément forgée, hein, vraiment. Ouais. Je suis allée toute seule et j'étais très fière de moi. Enfin, j'étais pas stressée ou quoi, j'y suis allée. Je me suis dit, attends Alex, t'as tout vécu toute seule. En fait, c'est pas grave. En fait, je m'attendais en réalité à leur réaction. Hein. J'espérais autre chose, mais quand j'ai compris que j'allais pas avoir le soutien que j'espérais, je me suis dit, écoute, c'est pas grave. Allez, on y va. On porte plainte et on avance, step by step. Ok, et ta sœur, elle a porté plainte ou pas? Ça a été compliqué. En fait, avant même de porter plainte, j'en ai parlé. Elle m'a fait comprendre qu'elle ne voulait plus parler de ça, que c'était terminé, qu'elle voulait pas parler de ça. Et du coup, j'ai compris, j'ai accepté. En fait, j'ai compris que chacun guérit de ses traumas à son rythme et que c'était peut-être pas le bon moment pour elle. Donc j'ai compris. Et du coup, non, elle a pas porté plainte. Elle vit sa vie, donc si elle souhaite le faire, elle le fera, mais c'est vrai que moi, enfin, j'ai envie de dire, tout le monde était contre cette idée-là. Moi, je me suis écoutée, je suis allée. Et quand on a parlé à ta sœur, elle savait, tu crois, avant toi ou... Elle n'a pas eu d'amnésie traumatique, elle. D'accord, donc elle savait. Elle se souvenait de tout. En fait, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois, elle me disait, non mais après tout ce qu'il nous a fait... Et moi, je me rappelle, mais de quoi elle parle? Je me disais ça, mais... Et comme il était violent, donc il nous battait aussi, je me disais, elle parle de ça. Elle parle du fait qu'il nous battait. Et en fait, j'ai compris que non. D'accord. Elle savait... Elle parlait de... Voilà. Elle avait des souvenirs, quoi. Et du coup, tes parents, maintenant que tu sais que ta mère savait, tu penses que c'est pour ça que votre relation, elle a été beaucoup plus légère ou... Je suis en train de travailler là-dessus. Mais je pense que oui, en fait, parce que le sentiment que j'ai avec ma mère, c'est qu'elle n'a pas su me protéger. Et donc il y a beaucoup de colère. Tu vois, bizarrement, avec mon père, il n'y a pas de colère. Je suis juste en mode, t'as pas joué ton rôle, c'est pas grave, mais en fait, j'ai plus besoin de toi. Mais il n'y a pas de colère. Alors que ma mère, il y a beaucoup de colère. Parce que t'as besoin d'elle. Beaucoup de colère. Je pense que parce que j'aurais voulu... avoir un soutien, j'aurais voulu avoir quelqu'un qui m'épaule, quoi. Parce qu'en fait, au-delà de l'inceste, mon père était violent avec ma mère aussi a vécu beaucoup de traumas, et en fait, sa manière à elle de gérer les traumas, ça a été de nous priver de tout. En fait, et je pense qu'elle s'est dit, s'ils sont à la maison, qu'ils sortent pas, qu'ils sont enfermés, ils auront rien. Sauf que moi, ça m'a pourri mon enfance, en fait. Ouais. Donc, je pense que quand j'ai commencé ma guérison, j'avais cette colère de me dire... si elle avait été là, si elle m'avait soutenue, si elle m'avait appris comment avoir confiance en moi, j'aurais pas eu, entre guillemets, toute cette merde à réparer aujourd'hui toute seule, quoi. Et donc je pense que ça, j'ai encore du mal à... Je pense que la petite fille à l'intérieur de moi, elle est encore en colère par rapport à ça. Tu lui en veux de pas avoir été aussi forte que tu l'es là? Je crois, ouais. Franchement, je crois, ouais. Oui, carrément. En fait, là, je me revois quand je devais être au collège, et je lui disais, mais pourquoi tu pars pas? Pourquoi tu restes alors qu'il te tape? Pourquoi tu restes alors que t'es traité... En fait, ça m'énervait de voir qu'elle faisait rien pour changer. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je comprends que c'est hyper dur. Ma mère, elle parle pas très bien le français, enfin, elle était pas... Enfin,
pareil, c'était sa réalité. Et pour elle, je pense que c'était pas possible pour elle de se dire, C'est inimaginable, ouais. j'ai le droit à mieux, en fait. Je pense qu'elle a tellement été conditionnée. Mais en fait, c'est comme une emprise. C'est-à-dire que elle a été sous emprise. On lui a fait croire qu'elle pouvait rien faire sans mon père. Elle y a cru. Et en fait, aujourd'hui, je sais qu'elle a fait de son mieux, en fait. Je le sais. Et j'ai beaucoup aussi d'empathie pour ma maman, mais il y a cette partie de moi aussi qui est en colère. Donc là, tu la vois plus. Si, je vais avec elle. Ok. Je vais avec elle, donc c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, j'essaie de le prendre comme une thérapie. Je me dis, c'est là, c'est comme ça. Moi, j'essaye d'apaiser, on va dire, les relations parce que j'ai ma petite sœur et j'ai mon petit frère. Et en fait, je me dis, le travail qu'elle a pas fait avec moi, elle peut le faire avec mon petit frère et ma petite sœur. Peut-être qu'il faut que je lui apprenne. Et donc, en fait, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai parlé. Et je lui ai dit, en fait, j'avais peur de la blesser, j'avais peur. En fait, ma mère, elle a tellement été pointée du doigt, tellement été critiquée que aujourd'hui, le moindre truc, elle va le prendre hyper mal, quoi. Ouais, pour elle. Pour elle. Mais encore une fois, c'est par rapport à son histoire et à son vécu. Donc je comprends. Mais je me suis dit, il faut que je lui parle. Et en fait, je lui ai parlé et je lui ai dit, je lui ai expliqué, que c'était pas contre elle, mais je voulais qu'elle comprenne. Parce que je lui ai dit, je souhaite à personne de sentir comme moi je me suis sentie étant plus jeune. Là, il y a mon petit frère, il y a ma petite sœur. Tu peux encore apprendre à passer des moments avec eux, apprendre à être un soutien, apprendre à vraiment être là émotionnellement pour eux. Enfin, c'est pas trop tard, quoi. Et donc, en fait, j'ai plus ce rôle-là maintenant d'essayer de lui apprendre comment on fait, quoi. Ouais, le rôle de grande sœur. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, est-ce que ton petit frère et ta petite sœur sont au courant de ton histoire ? Mon petit frère, il est au courant. Ma petite sœur, elle se doute. Parce qu'en fait, à chaque fois, je lui dis, il faut qu'on parle. Non, je veux pas. À quel âge ? Elle a 16 ans. Ok, Donc, je pense qu'à travers ce que je dis et tout, je pense qu'elle s'en doute un petit peu, quoi. d'accord. Ok. Mais ouais, là, mais je lui ai prévenu, hein. Je lui ai dit, je vais enregistrer un podcast. C'est soit tu attends le podcast, tu écoutes, soit je t'en parle maintenant. Elle m'a dit, j'attends le podcast. Je lui ai dit, écoute, c'est comme tu veux. Tu l'écouteras avec elle. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, tu nous as raconté qu'à un moment donné, cette amnésie, qu'est-ce qu'on dit ? Ça disparaît, ou tu réalises, ou t'as des flashs ? En fait, c'est des flashs. Ouais. C'est suite à la thérapie que t'as commencé à suivre, en fait, ou même pas ? Même pas. En fait, c'est arrivé avant. En fait, ce qui est drôle, entre guillemets, c'est pas drôle du tout, mais en fait, je me rappelle, je travaillais à Rueil-Malmaison, et là, je travaillais avec mes deux meilleures amies. Et quelques jours avant, j'avais des flashs de la scène qui me revenaient. Je me disais, mais pourquoi il y a ça, c'est horrible. Et moi, je me suis dit, c'est mon imagination. Je me dis, mais c'est pas possible. Et un jour, on est sur la ligne du RER A, et là, je vois un monsieur de dos qui lui ressemble à l'agresseur, et je m'effondre. Je m'effondre en larmes. Mais une prise de panique, et c'était horrible. Et je pleure. Et là, je crois que ça va être la première fois que j'en parle, ou du moins où je me dis, les filles, je crois que j'ai vécu un truc étant plus jeune, mais je sais pas si c'est vrai, c'est trop bizarre. Et je leur en parle. Et du coup, quelques jours après, j'avais rendez-vous chez ma gynécologue. Elle me fait remplir un formulaire qu'elle fait remplir habituellement. Et il y avait, avez-vous vécu des violences sexuelles ? Et je la regarde, je fais, écoutez, je sais pas. J'ai l'impression, mais j'en sais rien. Mais j'étais hyper détachée, quoi. J'ai des flashs, mais c'était bizarre. Et là, elle me pose des questions. Je pense qu'elle a compris, en fait, directement. Et du coup, elle m'a envoyée vers une association, la Maison des Femmes. Mm-hmm. Et donc, j'y suis allée un peu par hasard. Et là, du coup, je rencontre une sage-femme, je rencontre une assistante sociale, je rencontre une psychologue. Ça va très vite. Et en fait, je comprends. Je suis tombée sur une psychologue incroyable. Et je comprends, en fait. Et là, plus on parle et plus je me dis... En fait, je suis choquée de ce que j'ai vécu. Enfin, je réalise pas et j'ai pris du temps à réaliser. Hein. Il m'a fallu bien, même pendant la thérapie. En fait, j'y allais à la thérapie, ça me faisait du bien. Et après, en ressortant, je me disais, c'est pas vrai, c'est dans ma tête, c'est pas possible. Mais quelque part, mettre des mots sur tout ça, est-ce que ça t'a pas... Pouf, mais si. Ouais. Ah, mais en fait j'ai fait des groupes de parole. Au début, j'étais hyper sceptique. Et du coup, la thérapeute qui me suivait, elle me dit je pense que ça te ferait beaucoup de bien. Elle me dit, essaye, tu viens. Si t'aimes pas, t'es pas obligé de parler. Si t'aimes pas, tant pis, c'est pas grave. Je fais ok. Donc du coup, et j'y vais. Le premier, c'était horrible.
Je me sentais pas à ma place. En fait, j'avais l'impression que c'était un peu les personnes un peu... tu sais, les victimes. C'était le clan des victimes. J'aimais pas ça. D'accord. J'aimais pas ça. Et je pense que ça m'envoyait à trop de choses. C'était douloureux. Mais j'y suis revenue. À chaque fois, je revenais. Et j'ai commencé à parler. Je parlais jamais. Et un jour, j'ai commencé à parler. Je me suis sentie tellement bien après. Ça a été libérateur. Et en fait, de là, j'en ai commencé à parler autour de moi. À mes amis, à mes C'était copines. il y a combien de temps, en fait, que t'as réalisé tout ça? Ces premiers rendez-vous C'était il y a 4 ans. Ah oui, donc ça reste quand même assez Ça frais. reste récent, ouais. Ok, C'était il y a 4 ans. Oui, c'était il y a 4 ans parce que c'est là que j'ai commencé à perdre du poids et tout. Donc, ok. changement de vie. Changement de vie, ouais. Ouais, T'as ouais. senti ce, Ah non, mais ce c'est- basculement après? Carrément. Ouais. Carrément, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu plus de 30 kilos. J'ai toujours fait du sport. En fait, le sport, ça m'a sauvée. Ok. Parce qu'en fait, avec le recul, à l'époque, quand j'avais basket, et j'allais au basket à 17h, je rentrais chez moi à 23h. Les gens ne comprenaient pas. Et moi-même, je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça. Parce que je voulais être partout sauf chez moi, quoi. Et en fait, à chaque fois, c'était le sport. Tout le temps. Donc, j'ai fait du basket, j'ai fait de la danse, là, je fais de l'haltérophilie. Et en fait, le sport, ça a été un moyen de me reconnecter à mon corps et mes émotions, sentir que j'existais, sentir que j'avais des émotions et que j'étais quelqu'un, que je pouvais exister. Et comme j'étais douée au basket, j'étais pas nulle, quoi. Ouais. L'haltérophilie, pareil. Et donc, en fait, il y avait ce sentiment de j'existe, en fait. Les gens me regardent, je suis là, je suis pas Et transparente. pour moi, quoi. Ouais. C'est ça. Et donc, ça a été hyper thérapeutique. Ok. Est-ce que toute cette histoire, toi, pour ta vie de femme, C'est quoi ta relation? hyper dur. Ouais. C'est hyper dur. En fait, déjà en tant que personne, parce que du coup, en fait, pendant longtemps, très longtemps, j'avais l'impression de pas avoir le droit de vivre. J'avais l'impression de pas avoir le droit d'exister, d'être heureuse. Un truc bête, mais je me rappelle, le premier voyage que j'ai fait avec des amis, c'était en Croatie. C'est la première fois que je prenais l'avion. Un truc trop bête, mais il y avait un beau paysage. Ils étaient en mode oh, mais c'est magnifique. C'était beau, hein. J'arrivais pas à avoir la moindre émotion. J'étais neutre. Et on m'a fait la réflexion. Et c'est resté en moi. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas réussi à juste faire waouh? Ouais. Et en fait, il y a eu plein de moments comme ça où des choses basiques pour certaines personnes, mais pour moi c'était hyper dur. C'est comme si il fallait que je demande l'autorisation. Est-ce que je peux être heureuse là? Est-ce que là je vois un beau paysage? Est-ce que j'ai le droit de me dire c'est trop beau ce que je vois? Et c'était vraiment ça en fait, et pour tout en fait, pour tout. D'accord. C'est-à-dire qu'au basket, mon coach il aimait faire ça. C'est-à-dire que on faisait un match, le week-end il y avait le match, et la semaine du coup qui suivait le match il y avait un débriefing. C'était mes coéquipiers, hein. C'était vraiment des gens que j'appréciais beaucoup. J'étais incapable de parler. Quand ils me demandaient ce que j'avais pensé du match, j'avais envie de mourir sur place. Parler et que les gens m'écoutent et libérer, enfin parler, horrible. Ouais, dire ce Je que tu sens- ressentais, mais ouais. c'était... J'avais la gorge qui se nouait. C'était horrible. Et en fait, du coup, je passais, même si j'avais envie de dire quelque chose à mon coach, je passais par ma meilleure amie. Je dis, oui, je peux lui dire, s'il te plaît. En fait, ça, c'était avant que tu réalises tout ça. Ouais, carrément, c'est c'était ça. C'était avant que je réalise tout ça et ça a été hyper dur. Même après que j'ai réalisé, du coup, c'était pareil, j'étais incapable de parler. Je me rappelle, les gens ne m'aimaient pas et moi, ça m'arrangeait. En fait, je faisais exprès d'être toujours le visage fermé. Je me dis, si les gens ne m'aiment pas, j'ai pas d'interaction et c'est génial. Tant pis aussi, on m'aime pas, c'est pas grave. Mais j'avais tellement peur des gens, je sais pas qui j'étais en fait. En fait, j'ai grandi avec des bases tellement fragiles qu'en fait, je savais pertinemment, ce qui est fou, c'est que je savais pertinemment que j'étais fragile et que les gens avaient la capacité, entre guillemets, de me faire beaucoup de mal. Parce que mes bases à moi n'étaient pas solides. Et du coup, je m'auto-éloignais des gens, quoi. C'est-à-dire que loin de moi, Ouais. quoi. J'étais... Mais alors, du coup, entre le moment où tu réalises tout ça et le moment où tu sens que tu as besoin de dire, qu'est-ce qui a été le déclic? Tu sens qu'il y a eu quelque chose? Libérer la parole un En peu. fait, j'ai eu l'impression... si, c'est ça, en fait. Le déclic, c'est que en parlant, ça m'a chamboulée. J'ai plusieurs de mes amis qui m'ont dit, j'ai vécu la même chose que toi. Des gens proches de moi. Ok. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, pourquoi t'en parles pas? Ce qui revenait souvent, c'est la honte, c'est la culpabilité, de toute façon, c'est comme ça, c'est comme si c'était, comme on dit, c'est acté, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et en fait, en parlant, moi déjà en parlant, j'en parlais beaucoup avec mes copines, elles ont été hyper présentes. Elles m'écoutaient,
Et moi, plus j'en parlais, plus ça me faisait du bien. Plus j'en parlais du bien. Mais c'est vrai qu'au début, j'en parlais et en fait, je m'identifiais. En fait, j'en parlais limite pour justifier. Ouais, je suis comme ça, mais c'est pas de ma faute parce qu'en fait, j'ai vécu ça. C'était un peu ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été... Enfin, il y a eu plusieurs étapes qui m'ont tellement aidé à prendre conscience de plein de choses, à prendre conscience... Après tout ce que j'ai vécu, il fallait juste que je me félicite d'être là. Il fallait juste que je me félicite d'être encore en vie parce que la vérité, c'est qu'en fait, pendant des années, je me réveillais le matin en espérant que ce soit le dernier jour, quoi. Tu vois, je me dis, peut-être qu'aujourd'hui, je me fasse écraser par une voiture, mais c'était vraiment un souhait de ma part. Oui, d'accord. C'était parce que je n'arrivais pas à comprendre ce que je faisais sur Terre. Et du coup, pour répondre à ta question, en tant que femme, c'est hyper difficile. Je sais qu'aujourd'hui, je le dis à cœur ouvert et j'ai peur des hommes. T'as eu des petits amis ou... Et j'ai eu une relation qui m'a un peu traumatisée. Et après, en fait, à chaque fois que je discutais avec un homme ou à chaque fois qu'il y avait quelque chose de concret, en fait, j'étais incapable... En fait, je demandais de l'amour. Ouais. La vérité, c'est que je demandais de l'amour. Et en fait, je pense que je suis tombée sur des personnes qui en ont un peu abusé. Vu que j'avais pas de limite, eux non plus n'avaient pas de limite avec moi. En fait, c'est un peu ça, c'est que j'attirais des gens qui un peu confirmaient ce que je pensais de moi, quoi. Et du coup, j'ai eu des relations où j'ai beaucoup souffert parce qu'en fait, j'étais incapable de mettre des limites. C'est-à-dire que on m'a traité un peu j'aime pas le mot traité, mais on s'est comporté avec moi de manière pas respectable, pardon. Mais j'étais incapable de dire quoi que ce soit. Ouais. Tu vois, incapable. Tu leur avais raconté ton histoire ? Pas à tous. Okay. Non. Mon premier copain, non. Ok. Mon premier copain, j'avais honte, en fait. Je voulais pas lui raconter. C'était pas possible. Enfin, j'ai eu trop peur qu'il me quitte, qu'il me trouve dégueulasse. Après, j'en ai pas parlé. C'est fou, j'en ai pas parlé. J'en ai parlé à aucun. Parce que je pense qu'il y a eu ce sentiment de honte, quoi. J'avais pas envie d'en parler. Et en fait, ma première relation, je pense que, même si elle m'a fait beaucoup de mal, ça a été un élément aussi déclencheur de ma vie parce que je voulais plus souffrir comme j'ai souffert et surtout, je voulais plus qu'on me traite comme on m'a traité. Et du coup, c'est là que j'ai fait un travail, en fait, et ça a été un peu les montagnes russes, c'est-à-dire que déjà, j'ai pris conscience qu'il fallait qu'on me traite différemment. Mais c'est pas pourtant que j'arrivais à me faire respecter. Ça a pris du temps. C'est-à-dire que j'ai été dans des relations où je savais que c'était pas ce qu'il me fallait, que j'étais pas traitée comme je voulais être traitée, mais j'avais du mal à partir. Mais je partais tout le temps. Au final, je partais tout le temps. Ça fait du chemin, quoi. Ça fait du chemin, mais au final, je partais tout le temps. Parce qu'en fait, je pense que tout ce que j'ai vécu, il y a eu plusieurs étapes, mais tout ce que j'ai vécu, ça a amené un peu du dégoût de moi, parce qu'il faut dire ce qui est, mais à un moment, je pouvais pas me voir. Vraiment, j'ai vécu 1 an sans me laver dans le noir et pas me voir dans un miroir. Je pouvais pas. Voir mon reflet, c'était pas possible pour moi. C'était horrible. Et donc, du coup, il y a une phase où je pouvais pas me voir, c'était trop dur. C'était beaucoup trop dur. À aujourd'hui où je me fais vraiment passer en priorité et je veux qu'on respecte ma santé mentale, qu'on respecte la personne que je suis. Et donc ça, c'est quelque chose qui est primordial, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde pro, perso, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui. Donc en fait, je me dis tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, dans le passé, ça m'a aidé à comprendre en fait, à prendre conscience de ma valeur, quoi. Et là, tu sens que tu reprends la main sur toi, sur ta vie. Honnêtement, c'est encore un peu compliqué. En fait, ce qui est marrant, c'est que dans le milieu professionnel, je sens que je suis prête à faire des choses qui me plaisent. Parce que maintenant, ce qui est marrant, c'est que c'est inconcevable pour moi de faire quelque chose que je n'aime pas. C'est pas possible. Faut que je fasse tout avec le cœur. Et donc, ça m'aide beaucoup dans le monde pro parce qu'en fait, dès que mon cœur, ça résonne plus, je sais que, j'ai pas d'hésitation. Allez, ciao, quoi. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai que mes relations avec les hommes, je pense que c'est le truc où je travaille le moins parce que c'est douloureux, parce qu'en fait, il faut s'y confronter, quoi. Alors que, dans la vie de tous les jours, je sais que j'aime bien, il y a plein d'exos que je mets en place pour justement m'aider dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que même si, au fond de moi, j'ai envie d'avoir une relation avec un homme,
ça va prendre du temps parce que je sais que c'est quelque chose qui me fait encore peur aujourd'hui, quoi. Donc, tu te dis pas que maintenant que tu vas enregistrer cet épisode, mais que tu vas aussi lancer ton podcast et puis la suite de ton parcours, enfin tu vas nous raconter, mais au moins ça veut dire de base, voilà, ils connaissent, ils prennent la Alexandrine avec tout son passé et c'est comme ça et pas autrement. Mais c'est un peu ça, hein. Tu te dis au moins... Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu un teaser de qui je suis, quoi. Ouais. En fait, c'est comme si j'avais envie d'être vulnérable. J'avais envie de dire que, en fait, c'est ok d'être vulnérable, c'est ok d'avoir son histoire, d'avoir été faible, c'est ok d'avoir été une victime, mais en fait, ça ne définit pas qui tu es. Moi, j'avais tendance à me dire, je suis le trauma. Je suis l'inceste. En fait, j'ai vécu de l'inceste, mais je ne suis pas l'inceste. Et en fait, apprendre à se détacher de ce qu'on a vécu et de pas être son trauma, déjà, ça m'a fait tellement de bien. En fait, il y avait plus... Franchement, je crois que ça s'est fait un peu instantanément, c'est-à-dire que le sentiment de honte, il est parti. Il est parti, et du coup, je me suis dit, allez, Alex, c'est bon. Il faut que t'en parles, il faut que tu fasses ce que t'as envie de faire, il faut que... Et là, t'as envie de quoi maintenant ? T'as envie d'en parler ? T'as envie de peut-être de mettre des mots aussi dessus ? Qu'est-ce que t'as envie ? Pourquoi j'en parle ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Alors, déjà, pour les personnes qui ont vécu... là, je parle d'inceste, mais en fait, je parle des traumatismes en général, parce que ma mère était une femme battue, j'ai été une enfant battue, donc il y a plusieurs choses, et donc je pense que pas mal de personnes peuvent se retrouver dans mon histoire, et en fait, j'ai envie de leur donner une lueur d'espoir et de leur dire qu'en fait, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que tu peux avoir vécu une enfance horrible, mais que ça ne définit pas ton avenir, ça ne définit pas la manière dont tu vas évoluer, et je pense que c'est important de le dire, parce que quand on est dedans, en fait, on est très fataliste. En tout cas, c'était mon cas. Et pour moi, c'était pas possible, par exemple, d'être entrepreneuse. Mais jamais de la vie. Moi, je me disais, j'ai gagné 1 200 par mois, je suis très heureuse. Parce qu'en fait, pour moi, j'étais pas capable de faire grand-chose, quoi. C'était limite, je trouve un CDI, je le prends au direct, quoi, parce que... ouais, c'est ça, c'est très bien, et puis allez, quoi. C'est ça, tu vois, alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc, j'ai envie que... Vraiment que... En fait, j'ai envie de donner de la force. Vraiment, j'ai envie que les gens écoutent mon podcast et se disent ok, d'accord, en fait, moi aussi, si j'ai envie, je peux. Parce que moi, c'est ce que je me suis dit en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos. Je me suis dit, Alex, si t'as envie, tu peux. Je sais pas quel chemin il faut prendre, mais si tu as envie, tu peux. Et pour les personnes qui écoutent le podcast, mais qui ne sont pas concernées par le trauma, en fait, j'ai envie qu'ils prennent conscience qu'une personne qui vit un trauma, du coup, toutes les réactions qu'elle va avoir, toutes les pensées qu'elle va avoir, ça va être en réaction à son trauma. Donc c'est comme si c'est plus elle qui prenait le contrôle, mais c'est trauma, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est son trauma qui prend le dessus. C'est ça, c'est son trauma qui prend le dessus, et de vraiment sensibiliser les gens au fait que vraiment d'être à l'écoute des personnes qui ont une histoire de vie compliquée, de pas être dans le rejet et dans le jugement tout de suite. Je pense que je sais de quoi je parle, c'est que j'aurais tellement aimé, parce que j'ai beaucoup été jugée et mis de côté, mais j'aurais tellement aimé que quelqu'un vienne me voir et me demande comment je vais, me demande comment ça se passe à l'école, comment ça se passe à la maison, parce qu'on m'a jamais posé la question. Je ne comprends pas comment mes professeurs n'ont rien vu. Personne ne m'a posé la question, personne n'a essayé de comprendre ce que je vivais. C'est comme si tout le monde s'en fichait, alors que aujourd'hui, avec le recul, je pense que il faut pas que les personnes aient peur de poser des questions. Je pense qu'il faut le faire avec beaucoup de bienveillance, mais de pas hésiter à être là pour les personnes, et de comprendre que une personne qui a vécu un trauma, j'ai envie de dire, elle va pas voir le monde comme quelqu'un, j'ai envie de dire, qui a pas vécu de trauma, ou du moins qui a pas vécu un trauma qui l'a impacté. Ouais. Je sais pas si c'est clair. Si, on comprend. Ouais. Voilà. Et là, donc aujourd'hui, tu te lances dans quoi ? Toujours dans le sport, j'imagine ? Alors, pour la petite histoire, pendant longtemps, j'arrivais pas à trouver ce que je voulais faire. Ouais. C'est pendant des années, j'arrivais pas à trouver. Et quand je suis devenue coach, un métier de cœur aussi, mais il y avait un mais. C'est-à-dire que j'étais épanouie, mais je sentais qu'il y avait quelque chose, Il manquait un truc. Je sentais qu'il manquait un truc. Et en fait, il y a 3 mois, j'ai vécu un incendie chez moi, et ça a été dur parce que j'ai dû tout porter sur mes épaules. J'ai envie de dire comme d'habitude, mais là, c'était vraiment...
c'était dur, quoi. C'était costaud, hein. Ouais. Et un jour, je me suis posée. Et je me rappelle que je crois que j'ai dû pleurer 2 fois par rapport à l'incendie. Et c'est comme si j'avais pas le temps de pleurer. J'avais ma famille que je devais porter à bout de bras. C'est pas mon rôle. Mais, tu vois, il y avait ce truc-là. Et en fait, je me suis posée comme ça. J'ai réfléchi. Et je me suis dit... Je me parlais à moi-même en me disant... C'est fou d'avoir autant de traumatismes dans sa vie. C'est pas possible, quand même. Pourquoi là, moi ça... et pourquoi ça s'acharne? Mais ouais. Ouais. Et là, ça a fait type. Je me suis dit, mais Alex... En fait, toutes ces années... Parce que j'ai fait beaucoup de formations, je me suis beaucoup fait accompagner, mais même pas pour prétendre pouvoir un jour accompagner les personnes, hein. C'était juste pour moi, et essayer de me comprendre. Et je me suis dit, mais en fait, depuis toutes ces années, tu le sais pas, hein, mais tu es en train de préparer ton accompagnement. Ta suite. C'est ça. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de créer un accompagnement où justement j'aide les personnes ayant vécu des traumatismes complexes à comprendre leurs traumas. Et j'ai envie de dire à s'en libérer, c'est-à-dire à ne pas s'identifier à leur trauma. J'ai envie d'accompagner les personnes ayant vécu des traumatismes complexes à accepter, comprendre et à travailler sur le traumatisme et sur les blocages qui sont liés au traumatisme. Okay. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, tout en toujours passant par le sport. Donc en fait, je vais lier... moi, tout ce qui m'a permis de m'en sortir au service des autres personnes pour vraiment accompagner toute mon expérience, tout mon savoir pour vraiment aider les personnes qui vont avoir besoin que je les aide, quoi. Ok, c'est un super projet en tout cas. Ah, c'est un projet de cœur là pour le coup. Trop bien. Ça me fait tellement vibrer. Enfin, juste l'idée de me dire, en fait, c'est ça. C'est tellement thérapeutique. Je me dis, tout ce que tu as vécu, tu l'as pas vécu pour rien, parce que ça va te permettre d'aider d'autres personnes à avancer. Et donc, c'est tellement gratifiant. Et encore une fois, c'est hyper thérapeutique, quoi. Alors, tu disais tout à l'heure, au tout début, que tu avais besoin de deadline. Ouais. Alors, là, on est fin juillet. C'est ça. On est en plein période des JO, donc c'est parfait pour toi, en tant que grande sportive. Ouais. Qu'est-ce qu'on se donne comme deadline pour la sortie de ton podcast ? 25 septembre. Ok, 25 septembre. Alors attends, laisse-moi regarder, c'est un quel jour ? C'est le jour de mon anniversaire. Ah, oh bah c'est parfait, 25 septembre. 25 septembre, c'est un mercredi. C'est Bah, un écoute, mercredi. Parfait. Mercredi 25 septembre. Donc on se dit le mercredi 25 septembre, c'est la sortie de ton podcast. Ouais, alors carrément. comptez sur moi pour vous tenir au courant de toute l'avancée. D'ici là, moi de toute façon, je vais vous remettre un petit peu les infos d'Alexandrine, sa page Insta, si vous voulez commencer à la suivre. Merci. Merci à toi. De t'être confiée là-dessus, sur tout ça, sur un parcours pas évident. Quelque part, j'espère que tout ça, ça va encore plus te donner un élan de te lancer. Compte sur moi si t'as besoin que je t'accompagne pour le lancement de ta boîte, parce que l'entrepreneuriat, ça c'est mon truc, et j'adore ça, porter des projets qui ont du sens. Je te souhaite une belle suite. Merci. J'ai hâte de te recevoir pour que tu nous racontes l'évolution de ton business, savoir où t'en es et combien de personnes t'as pu aider. Et merci à toi. Belle soirée et à très vite alors. À très vite. Comme vous l'aurez remarqué, cet épisode est finalement sorti un peu plus tard que prévu. Après avoir enregistré, Alexandrine m'a finalement demandé d'attendre encore un peu. Peut-être le temps nécessaire d'infuser que les mots sont enfin dits. Aujourd'hui, elle est prête, elle m'a donné le go. Elle m'a dit que c'était un peu le coup de pied qu'il lui fallait pour enfin se lancer. Je compte sur vous et vos mots doux pour l'encourager encore un peu plus. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour la sortie d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager ou à parler autour de vous de ce podcast ou bien même de liker, ça me permettra d'aller encore plus loin. Passez un bel écoute.